Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens 1000 ans plus tard alors que j'avais de grands projets de vidéos après mon vlog en Alsace, mais j'ai vraiment manqué de temps et surtout de motivation. Et finalement le mois dernier je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit récap de cette première moitié de 2023. Que ce soit en livre, en film ou en série, et donc je me suis dit que j'allais faire en fait un top 5 de mes livres, films et séries, donc de janvier à juillet 2023, et donc je sortirai la deuxième partie de cette vidéo en décembre si tout va bien, ou peut-être en janvier pour les livres. J'ai essayé de les classer aussi par vraiment ordre de préférence. Ça n'a pas été très facile. On va dire que la première place était très facile et ensuite c'était un peu plus compliqué. Le livre que j'ai classé en numéro 5, il s'agit de The Sword of Kaigen de M.L. Wang, qui n'a pas été traduit en français malheureusement, qui est un livre auto-édité que j'ai lu tout début janvier. Je crois que c'est le deuxième livre que j'ai lu en 2023, quelque chose comme ça. Donc c'est un livre de fantasy inspiré du Japon notamment. C'est un livre qui traînait dans ma Kindle depuis très longtemps. C'est vraiment été une de mes meilleures lectures de 2023, c'est la fantasy telle que je l'aime, avec des super personnages, un système de magie vraiment très cool, une histoire qui marche. L'histoire en soi était pas extraordinaire, mais je trouvais que ça fonctionnait et ça m'a plu. Alors dans mon souvenir, je sais que la toute dernière partie du livre m'a vraiment moins plu que le reste, mais ça n'a pas gâché ma lecture. J'en garde quand même un très bon souvenir, mais surtout un gros plus pour son personnage principal. Il s'agit de Misaki, donc qui est l'un des personnages principaux, mais pour moi c'est la personnage principale, que j'ai vraiment adoré. Et vraiment, je sais pas, elle incarne beaucoup de choses que j'aime dans les personnages féminins. Et je pense que ce livre vaut la peine d'être lu juste pour elle. En quatrième position, j'ai mis le livre L'Art de perdre de Alice Zeniter. Un tout autre registre que The Sword of Kaigen. Cette fois, c'est un roman... comment on appelle ça? Un roman historique, tout à fait. Qui a pour sujet la guerre d'Algérie. Un sujet que je ne connais pas du tout... Enfin, disons que j'avais de vagues connaissances liées à mes très vagues souvenirs de mes cours. Je pense au collège ou au lycée, j'en sais rien. Enfin bref, vraiment des bribes de souvenirs concernant cette guerre. C'est un livre qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, un prix que j'aime énormément. J'en ai lu plusieurs ces dernières années et ça n'a pas toujours été des coups de cœur, mais à chaque fois je les ai vraiment trouvés de qualité, ces livres. Et L'Art de perdre vraiment était excellent. J'ai trouvé que c'était très sympa à lire, l'écriture est très fluide, la plume n'est pas trop lourde, n'est pas trop compliquée, les événements décrits sont très durs, mais c'était vraiment une expérience incroyable, j'en ai appris beaucoup. Un livre très important, je trouve, à lire si on veut s'intéresser un petit peu à l'histoire de l'Algérie et de la France du coup. Et je vous conseille également d'écouter l'épisode de La Poudre, donc il y a un podcast que vous pouvez écouter sur Spotify. Donc Alice Zeniter a été invitée à ce podcast et j'ai trouvé son interview vraiment très intéressante. J'ai trouvé très agréable à écouter et très humble, et vraiment elle m'a beaucoup plu comme femme. En troisième position, j'ai mis pareil un autre roman historique. Il s'agit de The Mountains Sing, et là je suis vraiment désolée, j'ai oublié d'aller vérifier le titre en français. Comme vous pouvez le voir, je prépare très mal mes vidéos. Je crois que le livre s'appelle Là où chantent les montagnes, mais je ne suis pas sûre. Et je vais honnêtement pas m'aventurer à prononcer le nom de l'autrice, donc qui est vietnamienne. C'est une honte à mes origines, mais je sais vraiment pas comment le prononcer, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Donc c'est un livre sur la guerre du Vietnam. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, un sujet très dur. Ce n'est pas le premier livre que je lis à ce sujet. J'ai notamment lu un livre de, pareil je vais sûrement écorcher son nom, Kim Thuy. Et donc j'ai lu très récemment le livre qui s'appelle Rue. Et j'avais lu l'année dernière le livre qui s'appelle M, que j'avais énormément aimé aussi. Mais ce sont des sujets tellement durs que, disons, c'est un sujet, j'aime bien m'y pencher dessus 1 à 2 fois par an, mais je fais pas plus parce que ça me touche vraiment beaucoup et voilà, je peux pas supporter plus. Je sais pas comment le dire autrement.
Mais là où chantent les montagnes, c'était vraiment très très bien. Moi, ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est à quel point l'autrice a réussi à faire ressortir l'amour, et notamment l'amour familial, dans ce livre, malgré toutes les choses qui arrivent à cette famille, et il en arrive vraiment vraiment beaucoup de choses. Ce qui ressort, c'est vraiment l'amour que les membres de cette famille portent les uns vers les autres. À noter que j'étais assez surprise dans ce livre. Alors certes, il traite de la guerre du Vietnam, mais vous avez aussi une partie sur l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc c'est, je trouve, un livre très complet enfin, complet, j'exagère, mais je trouve que c'est un livre qui donne vraiment une vision globale sur cet événement, et la plume est dans mon souvenir très très jolie, ça se lit assez bien, c'est pas très long, et vraiment c'est un livre qui va me rester pendant longtemps. Ensuite, on rebascule en fantasy avec le livre que j'ai mis en deuxième position. Il s'agit du Prince Bâtard de Robin Hobb. Donc, Robin Hobb, je pense que tout le monde le sait, est vraiment mon autrice préférée de tous les temps. Je viens d'achever ma lecture du 3e tome de la première trilogie que je lis en lecture commune avec Laura. Donc Laura, elle découvre la série pour la première fois. Moi, c'est une relecture et c'est vraiment un plaisir de partager ça avec elle. Bref, je reviens sur Le Prince Bâtard, qui est en réalité une novella qui est un préquel à l'Assassin Royal. Je pense que c'est quelque chose qui doit être lu, il me semble, à la fin de la 2e époque, si je dis pas de bêtises. Ça donne un peu du contexte sur l'univers qu'a créé Robin Hobb, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. C'est un texte vraiment très court, dans mon souvenir il fait 150 pages, même pas. Mais je trouve que ce petit texte montre vraiment à quel point la plume de Robin Hobb est incroyable, à quel point ses idées sont riches, et même si ça me peine un peu de dire ça, quand Robin Hobb écrit du point de vue d'une femme, c'est encore mieux que quand elle écrit du point de vue de Fitz. C'est de la fantaisie assez soft en soi. Vous avez quand même de la magie dans l'univers de Robin Hobb, qui joue quand même un rôle important, mais je trouve que ça a presque un côté historique qui est beaucoup plus important que la partie fantaisie, je dirais. Et je trouve que c'est intéressant ce préquel, parce que Robin Hobb, ce sont souvent des livres qui sont de gros pavés. Je sais pas si on les voit, je crois qu'on les voit juste un tout petit peu, ils sont, mon dieu, là. Donc avoir une novella de sa part, je trouvais ça hyper intéressant de voir ce qu'elle pouvait faire dans un format plus court, et elle gère. Et enfin, en première position, et c'était très facile parce que cette lecture a été incroyable pour moi. Il s'agit de Zéphyr Alabama de Robert McCammon. Un livre donc qui a été publié par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, qui fait des éditions incroyablement belles et auxquelles je peux difficilement résister. Comment en parler en quelques mots? Vous suivez l'histoire du petit Corey, qui a, je crois, 12 ans dans le livre, et vous le voyez évoluer dans sa ville natale, qui est une petite ville en Alabama, donc qui s'appelle Zéphyr. Et il va lui arriver plein de choses, plein d'aventures, que ce soit un peu, on va dire, les aventures du quotidien, comme des choses un peu plus compliquées. Faut savoir que le fil rouge de ce livre est quand même un meurtre qui se passe au tout début du livre. On va dire ça va être vraiment le fil rouge, l'intrigue de fond de ce livre, mais il va arriver tellement de choses à ce petit garçon, et c'est vraiment incroyable de le suivre dans ses aventures. J'ai rarement ressenti autant de plaisir à lire un livre. J'ai vraiment savouré cette lecture, je voulais pas qu'elle finisse. Je suis quelqu'un qui lit très très vite, qui a tendance à presque lire en diagonale, et ce livre, j'ai vraiment pris le temps de l'apprécier, de le savourer, de lire chaque phrase, de bien comprendre ce qui se passait, de bien comprendre ce que Corey ressentait. C'était vraiment trop trop cool. Et il y a une petite part de réalisme magique que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça peut peut-être déplaire à certains, parce que je me dis que des fois ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé, et vraiment c'est une lecture qui m'a transportée et que j'ai trouvée magique. Et je pense sincèrement que ce sera ma lecture 2023. Donc on va passer sur les films. Là, sur les films, j'ai un peu plus galéré parce que j'en regarde pas tant que ça. Et en fait, les 2 premiers, pour moi, c'était une évidence. Et les 3 autres, j'ai un petit peu galéré, j'ai hésité. Je savais pas si je devais compter mes rewatch dedans.
Et finalement, je me suis dit que oui. En 5e position, j'ai mis le film Bullet Train avec Brad Pitt, entre autres. Il y a plein d'autres gens dedans, mais j'arrive pas à me rappeler il y a qui dedans, c'est incroyable, je vois que sa tête sur l'affiche. Bref, c'était un film que j'ai trouvé très divertissant, c'est assez improbable comme film en soi, assez absurde. Donc ça se déroule dans un Shinkansen, donc un TGV japonais. C'est l'histoire de tueurs à gages, bref, il y a toute une intrigue un peu sur qui a tué qui, pourquoi lui il veut se venger, etc. Et il y a beaucoup d'humour dedans. Alors, d'humour un peu noir dans le sens où beaucoup de violence, mais avec des quiproquos incroyables, des personnages très hauts en couleur, très bizarres et tout. Et vraiment j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. C'était un très bon moment à passer. Je suis pas sûre que c'est un film qui va vraiment me rester, mais en tout cas sur le moment c'était très sympa à regarder. Et celui que j'ai mis en 4e position, c'est exactement la même chose. C'est le film Dungeons and Dragons, donc avec Chris Pine notamment. Mais j'ai un problème avec les acteurs là, c'est un délire. L'histoire est assez basique en soi, hein. Il n'y a pas de grosses surprises, c'est de la fantasy de base. Mais voilà, dans l'univers Dungeons and Dragons que je ne connaissais pas, mais que j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il y a plein de clins d'œil que les fans ont dû voir, mais en tant que non-fan, ça m'a pas... Enfin, j'ai pas senti... Comment dire ? Je me suis pas sentie exclue du film, j'ai pu l'apprécier. Il y a beaucoup d'humour, il y a une belle histoire. J'ai quand même lâché ma petite larme à la fin, alors que c'est un truc tout bidon. Mais j'ai quand même été touchée par les personnages, les acteurs sont bons. Voilà, c'était pareil, encore une fois, un bon film divertissant. Je sais pas ce qui va vraiment me rester de ce film, mais c'est un bon souvenir en tout cas. Et en 13e position, du coup, j'ai décidé de mettre un rewatch. Et il s'agit du film À tous les garçons que j'ai aimés. Un film qui, quand il est sorti, ça avait été un réel coup de cœur pour moi. Que ce soit les acteurs, l'histoire, les personnages, la façon dont c'est filmé, les musiques, l'ambiance, je sais pas, tout me plaisait dans ce film. Dans les 3 premiers mois où ce film est sorti, j'ai dû le regarder genre 5 fois. Genre tellement j'aimais ce film, je me le revoyais et c'était mon petit comfort movie pendant des mois. Et j'ai décidé de le revoir là il y a 1 ou 2 mois. Et j'étais trop contente de voir qu'il me plaisait toujours autant. J'aime énormément les 2 acteurs principaux et je sais pas, j'aime bien la relation qu'il y a entre les deux. C'est trop mimi. Et je sais pas, il y a plein de petits thèmes dans ce film qui me plaisent, de la famille, du deuil, de la double identité. Je sais pas quoi dire de plus, j'aime trop ce film. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Le Chat Botté 2 pour le coup. Je n'ai pas vu le premier film, mais en fait mon frère m'avait tellement bien vendu le 2e film que je me suis dit bon bah il faut que je le regarde. Et je l'ai regardé et effectivement c'était vraiment trop cool. Encore une fois je dirais que c'est en soi l'intrigue est pas extraordinaire, mais c'est très très bien fait. Le méchant entre guillemets était vraiment trop cool. L'animation est excellente. Le personnage du Chat Botté est vraiment très touchant. Enfin, moi, vraiment, il m'a beaucoup touchée. Je crois que j'ai aussi versé ma larme dans ce film. Et j'ai vraiment aimé les thèmes qui étaient abordés. Vraiment, je serais curieuse de savoir si ça a plu vraiment aux enfants parce que je trouve que c'était des thèmes qui me paraissaient beaucoup plus adultes ou en tout cas qui parlaient plus à des adultes. Mais moi, vraiment, j'ai adoré les films d'animation. J'adore ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour de l'animation. Je pense que le dernier film qui m'avait vraiment marqué c'était Into the Spider-Verse. J'ai pas encore vu le 2e, donc, mais le premier en tout cas ça avait été un coup de cœur visuellement. Et Le Chat Botté 2 a été mon plus récent coup de cœur en termes d'animation. Et enfin en première position j'ai mis A Man Called Otto. Et je crois que en français c'est un titre genre trop nul, genre Mon pire voisin ou un truc comme ça, enfin bref. J'ai même pas eu envie d'aller voir le titre en français tellement ça m'a saoulée. Bref, c'est un film qui est basé sur un livre d'un de mes auteurs favoris, Fredrik Backman. Donc le livre s'appelle A Man Called Ove et c'est un livre que j'ai énormément aimé, qui m'a fait énormément pleurer et le film m'a fait énormément pleurer. Donc pour moi c'est une réussite en termes d'adaptation. Alors, à savoir que le livre original donc, est suédois,
et que pour le film ils l'ont américanisé. C'est une petite adaptation culturelle qui est vraiment très très bien faite, j'ai trouvé. Mais j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'ai aimé dans le livre. Autant d'humour, autant de moments touchants, autant de larmes versées. Tom Hanks était incroyable. Bon, je pense que c'est un acteur qui a plus trop approuvé qu'il sait jouer, mais moi ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu de film avec lui et je l'ai trouvé vraiment très très bon dedans. Je sais pas du tout quand même comment s'appelle l'actrice principale et je suis dégoûtée de pas le savoir, mais elle était incroyable, je l'ai adorée. Elle a vraiment retranscrit toute l'énergie que j'ai trouvée dans le livre. Elle était hyper touchante, hyper drôle et le duo était incroyable. Enfin, j'arrête pas de dire incroyable, mais vraiment c'est un film que j'ai énormément aimé et je vous le conseille si vous voulez voir un film assez touchant et en même temps très drôle. Faites juste attention, il y a quand même masse de trigger warnings, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à aller regarder sur ma chronique sur Goodreads pour le livre, parce que du coup j'avais fait une liste de tous les trigger warnings. Donc vraiment, ça je pense que c'est vraiment mon meilleur film de la première moitié de 2023. À voir ce que va donner la deuxième moitié. Je sais pas si je vais voir plus de films ou pas. Peut-être, parce qu'en général, autour d'Halloween, j'ai tendance à enchaîner les films d'horreur, donc peut-être que je vais trouver une pépite à ce moment-là. Et enfin, je vais finir avec les séries. J'en regarde pas mal, que ce soit des séries américaines, anglaises ou des dramas coréens, donc j'ai fait un mix des deux. En 5e position, j'ai mis la série Not Dead Yet avec Gina Rodriguez, qui est une actrice que j'aime énormément. Et c'est une série que j'ai découverte grâce à Instagram, donc le compte Chronique Sérivore. Je vous conseille son compte, il est vraiment très cool parce qu'elle fait des recommandations de livres, films et séries. Je trouve ça hyper complet et elle a vraiment de très très bonnes recommandations. Et donc c'est une petite série, il y a très peu d'épisodes et ce sont des épisodes de 20 minutes. Et en fait vous suivez une jeune femme qui sort d'une rupture et en fait qui va travailler pour un journal et qui du jour au lendemain se rend compte que en fait elle peut voir les morts, c'est-à-dire qu'elle doit écrire les... Je sais pas comment on dit en français, je vous mettrai le nom, obituaries. Enfin, vous savez les petits mots que vous faites pour les gens qui viennent de décéder quoi, dans les journaux. Bref, elle doit écrire ça. Et en fait, quand elle reçoit donc une demande pour écrire ça, elle voit la personne et elle peut discuter avec la personne. Et c'est vraiment très très sympa. Ça traite de plein de sujets très importants, très touchants. C'est parfois très absurde aussi. Les personnages sont parfois très exagérés, mais je les ai vraiment trouvés tous très cool. Il y a beaucoup de bienveillance dedans. Les sujets sont traités vraiment avec douceur, avec bienveillance, mais voilà, on s'attaque quand même à des sujets difficiles. Et j'ai versé beaucoup de larmes dans cette série aussi. Voilà, je passe mon temps à pleurer en fait devant mon écran, je crois. Mais vraiment, c'est une petite série assez courte que je vous conseille de tenter. Et Gina Rodriguez, elle est trop pétillante comme nana, je l'aime trop. Et dans ce rôle, elle était vraiment hyper touchante. Ensuite, en 4e position, j'ai mis une série cette fois plus ado. Donc il s'agit de Mes premières fois. Donc une série dont la dernière saison est sortie cette année. Une série qui me tient vraiment à cœur parce que donc la perso principale est indienne, bon, indienne-américaine. Mais c'est la première fois de ma vie en fait que je regardais une série avec un personnage principal indien. Je pensais pas que ça compterait autant pour moi, mais en fait j'ai vraiment adoré retrouver ma culture, enfin la culture de mes parents dans une série, même si c'est différent parce que ça se passe aux États-Unis. Mes parents ont, je trouve aussi un mélange de culture eux-mêmes, donc voilà, on a un côté tradition, mais c'est très complexe, je vais pas raconter ma life, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé voir en fait une adolescente indienne. C'est un personnage très complexe, c'est un personnage où j'ai vu beaucoup de critiques envers elle et elles sont justifiées. Je suis d'accord, c'est pas un personnage à qui on s'attache facilement. Elle a beaucoup de défauts, elle prend des décisions vraiment douteuses,
Mais moi j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. J'ai trouvé que c'était un personnage ultra touchant. La dernière saison, ça m'a achevée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre sa vie. J'ai particulièrement aimé sa relation avec sa maman. Voilà, c'est une petite série ado, mais qui, je trouve, aborde des thèmes très cool, très importants. Et c'est vraiment une série qui va beaucoup me manquer. Ensuite, en troisième position, changement d'ambiance. Là, j'ai mis The Last of Us. Donc, une série horrifique basée sur un jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, je n'y ai pas joué. Je n'ai pas non plus regardé de let's play. Donc, je connaissais rien du tout, à part le fait que je savais que c'était un binôme entre un homme et une jeune fille et que il y avait des espèces de zombies, enfin voilà, truc apocalyptique un peu de base. Et en réalité, j'ai trouvé que vraiment l'intrigue pour moi n'a rien d'extraordinaire, mais tout se joue sur l'alchimie entre les deux personnages. J'ai vraiment trouvé la relation entre ces deux personnages très touchante. Je sens qu'il y a quelque chose entre eux, même entre les acteurs. Quand je regardais des interviews, je trouvais qu'entre Pedro Pascal et Bella Ramsey, il y avait vraiment quelque chose, on sent de la complicité, pardon. Et je trouve que ça se ressent dans la série et on a envie de suivre ces personnages, on a envie qu'ils survivent et voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que le terrible épisode, je sais plus c'est lequel, c'est le 4, le terrible épisode, mais je sais que les gens qui ont vu la série, ils sauront de quoi je parle. Cet épisode m'a anéanti. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais visuellement, j'ai trouvé que c'était une série qui était très très belle, c'était super bien filmé. J'ai vraiment adoré regarder les épisodes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série horrifique aussi bien et j'étais très contente. Juste un peu triste que ce soit court, mais vraiment très satisfaite. Ensuite, en deuxième position, j'avoue qu'entre la première et la deuxième, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, en deuxième position, donc j'ai mis un drama coréen donc qui s'appelle Strong Woman Do Bong-soon, qui est un drama pas tout récent. Et qui est assez loufoque. Le truc de base, c'est que c'est ce petit bout de jeune fille qui a en fait une force surhumaine et elle va se retrouver à être le garde du corps d'un riche héritier qui a une entreprise de jeux vidéo. Donc ça c'est vraiment le point de départ et après il va arriver 1000 trucs, voilà. Si vous êtes familier avec les dramas, vous savez qu'il se passe toujours des trucs incroyables. Et j'ai trouvé cette série vraiment très drôle déjà. Le couple est vraiment trop cool. Alors j'aime énormément Park Hyung-sik, donc j'avais pas trop de doute qu'il allait me plaire dans la série. Mais j'ai trouvé l'actrice, je suis désolée, je sais pas son nom, hyper touchante. En fait, il y a un moment vraiment où... Enfin, il se passe un truc terrible, elle est en train de pleurer et tout. Et elle m'a vraiment émue aux larmes. Et je trouve ça assez fort dans les dramas coréens parce que dans le jeu coréen, enfin on va dire dans les codes du drama coréen, on va dire dans une partie des dramas coréens, pardon, il y a toujours cette idée d'exagération, ça part un peu dans tous les sens, etc. Et du coup, des fois je peux avoir un peu du mal à prendre ça au sérieux parce que ça va peut-être un peu me casser dans mon truc et du coup je vais pas être émue aux larmes, mais elle a vraiment une façon de jouer qui m'a beaucoup émue, qui m'a fait pleurer, même si en soi le truc était un peu ridicule dans le sens on sait très bien ce qui va se passer, il n'y avait pas de surprise, mais elle m'a quand même beaucoup touchée et voilà, j'ai lâché ma larme comme d'habitude. Mais vraiment je pense que c'est un des dramas qui m'a fait le plus rire avec un des couples qui m'a le plus plu dans les dramas coréens que j'ai vus. Et je dirais qu'en termes de genre, c'est toujours un peu difficile de déterminer les genres des dramas coréens tellement il y a de choses dedans. Mais je dirais que c'est majoritairement du comique avec une intrigue un peu policière derrière. À noter quand même qu'il y a des scènes que j'ai trouvées extrêmement violentes, je ne m'y attendais pas. On voit quand même des femmes se faire battre et c'est assez graphique. Et moi j'ai trouvé ça très violent et j'étais très étonnée. Donc si vous vous lancez dans la série, sachez-le, il y a des scènes assez violentes. Et
Et enfin, pour finir cette vidéo, et mon dieu, qu'est-ce que c'est long, la série que j'ai mis en première position, il s'agit d'un drama coréen également, et c'est Reborn Rich, qui, alors là aussi, c'est assez difficile à décrire, sans trop spoiler. En fait, vous allez suivre, en résumé, quelqu'un qui veut se venger d'un sale coup qu'on lui a fait. Le meilleur résumé de tous les temps. Bref, c'est une histoire de vengeance. Pour mon chéri et moi, on s'est dit, c'est comme si Samsung avait défoncé quelqu'un et que la personne voulait se venger de Samsung. Donc vous pouvez imaginer ce que c'est de vouloir se venger d'un géant comme Samsung. C'est incroyablement bien fait. Genre les intrigues sont trop bien. C'est en fait, vous voyez une espèce de partie d'échecs entre différents personnages, mais dans un contexte avec des entreprises, l'économie de la Corée en jeu, tout va bien. C'est un drama qui est porté par les deux personnages principaux, donc un peu plus âgé et notre personnage principal qui cherche à se venger. Les deux acteurs, mais ils sont magnifiques. Genre, j'ai vraiment un gros faible pour Lee Sang-min qui est vraiment incroyable dans ce rôle. Je l'ai trouvé juste ouf, le mec. Je l'avais jamais vu avant, je pense, mais vraiment dans ce rôle il est incroyable et je trouve que les scènes où justement les deux se confrontent, elles sont, je sais pas, chargées d'électricité, elles sont chargées d'émotions, c'est trop bien. Donc si vous aimez bien les trucs avec des retournements de situation, avec des gens qui essayent de monter des coups, enfin vraiment une partie d'échec en fait, mais avec des enjeux assez énormes, je vous conseille vraiment ce drama, il est incroyable. Et du coup il y a pas cette partie fluffy, mignon des dramas coréens qu'on peut avoir l'habitude de voir. Il y a quand même une petite romance, mais c'est vraiment assez léger. Mais sinon, ouais, vraiment, vous vous ennuyez pas. C'est retournement de situation sur retournement de situation avec des acteurs qui sont trop bien. Ça se passe à différentes époques. Enfin, c'est vraiment trop cool. Je pense que c'est clairement un des meilleurs dramas que j'ai vu. Et je pense qu'un jour je le reverrai parce que je pense que ça peut se revoir facilement. Juste pour le jeu des acteurs, quoi. C'est un plaisir. Donc voilà pour mon top 5 livres, top 5 films et top 5 séries. Ça a été plus long que prévu, je suis désolée. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, films et séries, si vous les avez lus ou vus. Et si jamais vous avez des recommandations dans le style de ces livres, films et séries, vraiment je suis très preneuse, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs qui font pleurer, allez-y, c'est le moment de me les recommander. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, j'espère. Bye bye.